qui restera devant nous. Pour ce dernier panel sur la courbe de l'Arctique des temps dans l'Arctique, on a déjà commencé à l'aborder dans les panels précédents, mais ici, ce sera le moment de vraiment creuser la question avec nos éminents panélistes. Je vais les présenter au fur et à mesure donc, qu'ils feront leur présentation. Donc, je vais débuter en présentant notre premier panéliste, le consul général des États-Unis, M. Robert Sanders, qui a été conseiller politique et chef de mission adjoint par intérim à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince avant d'être à Montréal. Il a occupé un grand nombre de postes à Washington qu'à l'étranger, dont à Islamabad, au Liban, en Afghanistan et en Grèce. Et à Washington, il était directeur du Bureau de la planification des politiques et de la diplomatie publique au sein du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. Merci beaucoup, M. Sanders, d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais essayer d'utiliser mon français, mais je m'excuse parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. So, if I need to switch to English, maybe that's bon. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Le thème de l'Arctique et de la coopération transatlantique est important non seulement dans le contexte du changement climatique, mais également dans le contexte d'une environnement stratégique en évolution rapide, dans lequel de nouveaux risques de sécurité plus sophistiqués apparaissent. Aujourd'hui, je discuterai brièvement des grandes lignes de la stratégie nationale américaine pour la région de l'Arctique et soulignerai certains domaines de coopération américano-canadienne et transatlantique. Plus de 4 millions d'habitants vivent en Arctique et d'importantes ressources naturelles et écosystèmes uniques s'y trouvent. Mais en ce moment, cette zone subit une transformation radicale. Poussée par le changement climatique, cette transformation mettra à la preuve les moyens de subsistance dans l'Arctique tout en créant de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis sont une nation arctique. Cela nous impose une responsabilité en matière de gestion et de protection de cette région, et surtout en cette période de changement. Les États-Unis souhaitent une région arctique pacifique, stable, prospère et coopérative. La stratégie nationale des États-Unis pour la région arctique, annoncée par la Maison-Blanche en octobre 2022, énonce un programme américain pour les 10 prochaines années afin de concrétiser cette vision. Cette stratégie aborde la crise climatique avec une plus grande urgence et oriente les nouveaux investissements vers le développement durable afin d'améliorer les moyens de subsistance des résidents de l'Arctique tout en préservant l'environnement. La nouvelle stratégie tient également compte de la concurrence stratégique croissante dans l'Arctique, amplifiée par la guerre non provoquée de la Russie en Ukraine et les efforts accrus de la République populaire de Chine pour gagner de l'influence dans la région et à positionner les États-Unis pour qu'ils puissent à la fois rivaliser efficacement et gérer les tensions. La récente publication de la nouvelle mise à jour de la politique de défense du Canada, Notre Nord Santé Libre, montre la complémentarité des stratégies arctiques des États-Unis et du Canada. Le Premier ministre Trudeau a également souligné les défis que représentent les activités russes et chinoises pour la sécurité de l'Arctique et l'impact des changements climatiques sur l'environnement. La politique du Canada se concentre sur la sécurité et la souveraineté de l'Arctique et met l'accent sur un partenariat plus solide pour la défense de l'Amérique du Nord, notamment via des efforts de dissuasion et de défense menés par la NORAD. Le Premier ministre Trudeau a publiquement identifié la région arctique du Canada comme le flanc nord et l'ouest de l'OTAN.
Avec cette stratégie, les États-Unis défendront leurs entrées dans l'Arctique à travers 4 piliers, s'en renforçant mutuellement et couvrant à la fois les questions nationales et internationales. Premièrement, pilier 1, c'est la sécurité. Nous dissuaderons les menaces contre le territoire américain et nos alliés en renforçant les capacités nécessaires pour défendre nos entrées dans l'Arctique, tout en coordonnant les approches communes en matière de sécurité avec nos alliés et partenaires et en atténuant les risques d'escalade involontaire. Nous assurerons la présence du gouvernement américain dans la région arctique en fonction des besoins pour protéger le peuple américain et défendre notre territoire souverain. Deuxièmement, c'est sur le changement climatique, protection de l'environnement. Le gouvernement américain s'associera avec les communautés de l'Alaska et de l'État d'Alaska pour renforcer la résilience aux effets du changement climatique, tout en s'efforçant de réduire les émissions de l'Arctique dans le cadre des efforts d'atténuation mondiaux, d'amélioration des connaissances scientifiques et de conservation des écosystèmes arctiques. Troisièmement, le développement de l'économie durable. Nous poursuivrons le développement durable et améliorerons les moyens de subsistance en Alaska, notamment pour les communautés autochtones, en investissant dans les infrastructures, en améliorant l'accès aux services et en soutenant les secteurs économiques en croissance. Nous travaillerons également avec nos alliés et partenaires pour augmenter les investissements de haut niveau et le développement durable dans la région. Finalement, il y a 4, la coopération internationale et gouvernance. Malgré les défis posés par la guerre russe en Ukraine et la coopération dans l'Arctique, les États-Unis continueront de soutenir les institutions de coopération dans l'Arctique, y compris le Conseil de l'Arctique, et de positionner ces institutions de manière qu'elles puissent gérer les impacts de l'activité croissante dans la région. Nous cherchons également à faire respecter le droit international, les règles, les normes et les standards dans l'Arctique. Cette stratégie vise à servir de cadre pour guider l'approche du gouvernement américain face aux nouveaux défis et opportunités dans l'Arctique. Notre travail sera guidé pour 5 principes qui s'appliqueront aux 4 piliers. Pour gagner du temps et rester concentré sur notre sujet, je vais me concentrer de souligner seulement quelques points pertinents. Premièrement, approfondir les relations avec les alliés et les partenaires. Nous renforcerons notre coopération avec les alliés et les partenaires de l'Arctique, notamment le Canada, Danemark, y compris le Groenland, Finlande, Islande, Norvège et la Suède. Nous développerons la coopération dans l'Arctique avec d'autres pays respectant le droit international, les règles, les normes et les standards dans la région. Et d'autre part, cultiver les coalitions intersectorielles et les idées novatrices. Les défis et les opportunités dans l'Arctique ne peuvent être résolus seulement par les gouvernements nationaux. Les États-Unis renforceront et s'appuieront sur des coalitions avec le secteur privé, le milieu universitaire, la société civile et les acteurs étatiques pour encourager et exploiter les idées novatrices afin de relever ce défi. Et je pense que je le mets en arrêté là. Même si ce panel se concentre sur les questions militaires et de sécurité, je pense qu'il est important
de souligner que les changements dynamiques en cours dans l'Arctique sont complexes et multidimensionnels. Pour relever ces défis, nous devrons penser au-delà des domaines militaires et sécuritaires afin de nous adapter efficacement à ces changements et garantir notre sécurité collective. Merci beaucoup, Monsieur le consul général, pour ces propos. Je vais passer maintenant de la parole à Chantal Lavallée, qui est professeure adjointe en études internationales et directrice adjointe du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise critique, bien nommé, au Collège militaire royal de Saint-Jean, ainsi que senior researcher au PRIO, Peace Research Institute à Oslo. Merci Chantal, à vous. Merci Justin. Alors, très heureuse de pouvoir parler à la suite du consul américain parce que le propos, en fait, la contribution que j'aimerais faire pour compléter les discussions d'aujourd'hui, c'est de parler d'un acteur que je connais bien, l'Union européenne, dans une région que je connais un peu moins bien, qui est l'Arctique, mais qui m'amène à une réflexion intéressante sur comment se positionne l'Union européenne, un acteur dont on ne peut parler aujourd'hui ou indirectement, mais qui, comme les États-Unis, a aussi présenté une stratégie sur l'Arctique en 2021. Et à la suite de ce que vous avez dit, en fait, la stratégie de l'Union européenne comprend 3 des 4 points. Donc, pas le premier point sur la sécurité, mais sur changement climatique, développement durable et la coopération internationale. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, en fait, du positionnement de l'Union européenne? Dans le temps que j'aimerais mettre l'accent sur 3 aspects qui reviennent souvent dans le débat sur l'idée du rôle de l'Union européenne en Arctique. D'une part, un terme que j'ai découvert, son arcticité, ou en fait sa capacité à prétendre être un acteur de l'Arctique, sa vision de son rôle et les actions qui ont été mises en place pour démontrer son intérêt grandissant pour la région. Évidemment, n'hésitez pas dans l'ordre des questions, je pourrais aller plus en détail, mais pour survoler, nous aider à voir un peu où situer l'Union européenne dans ce paysage arctique. Effectivement, a priori, quand on pense à l'Arctique, on peut ne pas nécessairement penser à l'Union européenne, et c'est correct. La géographie, je ne suis pas totalement en sa faveur, et c'est ce qu'on a reproché à l'Union européenne depuis plusieurs années en disant dans quel contexte prétendre pouvoir aussi être un acteur qui est légitime. L'Union européenne n'est pas un pays arctique, elle ne fait pas partie de ces 8 pays, et donc, a cherché des moyens dans le narratif de montrer sa capacité à prétendre être légitime dans les discussions et dans les actions posées. D'une part, l'Union européenne met de l'avant dans le discours, évidemment, il y avait déjà le Danemark, pays membre de l'Union européenne, et à partir de 1995, la Suède et la Finlande qui finalement rajoutent d'une part l'approche de l'Union européenne de la région, mais surtout, comme c'est souvent le cas dans l'Union européenne, chaque pays amène ses intérêts, ses préoccupations. Et donc, Suède et Finlande ont tout fait avec le Danemark de aussi inclure dans les discussions les préoccupations sur l'Arctique. Et donc, ce qu'on voit dans le discours actuel de l'Union européenne, c'est de dire, on a le Danemark, on a 3 pays arctiques dans l'Union européenne. Et en plus, on peut considérer les partenariats stratégiques avec le Canada, les États-Unis, et aussi, donc, nous rapprochant des enjeux et prétendant aussi à travers ces coopérations être concernés par des enjeux. Également, dans l'espace économique européen, la Norvège, et donc on se dit, on a des coopérations qui sont là, et de plus en plus on mise sur ça pour créer une espèce de narratif qui légitime une action, et ça sera aussi au cœur de mon propos, montrer quand même une transformation dans le positionnement de l'Union européenne face à la région. Donc, il y avait déjà, d'une part, à construire un narratif qui a évolué dans les dernières années, mais surtout, au niveau de sa vision, on voit un changement qu'on retrouve de plus en plus dans la littérature, où beaucoup nous disent il y a un changement géopolitique de l'Union européenne sur l'Arctique. Donc, on est rendu avec la stratégie de 2021 à 4 stratégies de l'Union européenne sur l'Arctique
de 2008 à 2012, 2016 et en 2021. Ce qui différencie la dernière stratégie 2021, c'est vraiment une affirmation beaucoup plus claire des enjeux géopolitiques dans la région. Donc, je peux vendre le punch tout de suite. L'Union européenne dit d'entrée de jeu, et ça c'est intéressant, la stratégie commence en disant l'Union européenne c'est un acteur géopolitique. Mais il n'y a pas de prétention à jouer un rôle militaire parce que beaucoup de gros enjeux sont à souligner. D'une part, l'Union européenne n'a pas de cadre légal d'action en Arctique. On est loin de pouvoir prétendre, à travers l'Union européenne, engager une action militaire. Donc, c'est plutôt d'utiliser ces différents instruments à sa disposition pour un rôle plus engagé en Arctique. Peut-être terminer sur... non, je vais le garder à la fin dans les exemples d'actions concrètes. Et donc, on est vu créer cet imaginaire, l'Union européenne peut prétendre être légitime en Arctique. Deuxièmement, pour accompagner et convaincre davantage, on recentre le discours sur la reconnaissance, oui, de la militarisation de l'Arctique par la Russie, une présence accrue de la Chine, des enjeux géopolitiques de plus en plus importants qui augmentent l'intérêt de l'Union européenne. Et ça, on le voit dans la stratégie avec un narratif beaucoup plus direct, beaucoup plus engagé, ne serait-ce qu'avec la dernière stratégie 2016, où l'Union européenne dit, premièrement, la stratégie, comme je disais, repose sur 3 aspects, changement climatique, développement durable. Mais ce qu'on note, c'est que la troisième composante sur les coopérations, la coopération internationale, la coopération multilatérale, prend beaucoup plus de place, mais beaucoup plus dans l'affirmative. On veut montrer que l'Union européenne peut être un acteur utile, engagé. Et ce qui est intéressant, dès le départ, dès le début de la stratégie, on dit l'Union européenne, c'est un acteur géopolitique qui a des intérêts sur une base, des intérêts importants en Arctique, que ce soit au niveau du changement climatique, évidemment, de contribuer au développement, mais aussi d'assurer l'accès des matériaux critiques, d'assurer la sécurité humaine, d'assurer le bien-être. Donc, on associe, on parle, c'est nouveau quand même pour l'Union européenne, déjà avec la boussole, déjà avec la stratégie globale de 2016, l'Union européenne est plus encline à admettre qu'elle a des intérêts, ce qu'on n'osait peu faire avant, y compris en Arctique, ce qu'elle mentionne clairement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour le cadre du panel ici, évidemment, donc, on parle de coopération militaire, sans aller jusque-là. L'Union européenne, ce qu'elle dit dans sa déclaration, c'est que dans cette vision beaucoup plus géopolitique de l'Arctique, donc plus on parle de développement durable, de changement climatique, mais le volet sur la coopération internationale met l'accent sur, oui, il y a des enjeux de sécurité qui sont liés au changement climatique et à cette montée des tensions de ce jeu des grandes puissances en Arctique. Et l'Union européenne se dit prête, et ça c'est quand même la nouveauté dans la stratégie, à collaborer entre autres avec l'OTAN pour justement contribuer aux réflexions sur la sécurité liée au changement climatique, aux menaces émergentes, et donc à jouer un rôle dans ce cadre également avec les États-Unis, le Canada, la Norvège, et donc il y a un rôle beaucoup plus proactif que qu'on pouvait trouver avant. On est encore loin d'une intervention militaire, mais l'Union européenne, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Mais l'Union européenne dit clairement, en plus, on a des capacités qu'on peut mettre à disposition. On parle du centre satellitaire pour évaluer si, justement, il y a des enjeux de sécurité qui émergent. On parle de mettre aussi d'utiliser Galileo pour toutes les missions de recherche et de sauvetage. Donc, l'Union européenne va quand même assez loin. On identifie que oui, il y a des enjeux de sécurité, que l'Union européenne a des ressources et des moyens qui peuvent être déployés. Et c'est quand même ce qui ressort, et je vois le temps qui file, mais donc, il y a cette transformation déjà dans le discours de oui, on a un acteur légitime, oui, on a des intérêts, on a une vision qui s'aligne davantage et qui montre en fait un intérêt de aussi être reconnu comme un acteur de l'Arctique qui est légitime. Et ça m'amène au dernier point que je voulais souligner, de quelle façon concrètement ça se traduit. Donc, on voit l'intérêt pour l'Union européenne pour être reconnu comme un acteur qui est légitime, un acteur de l'Arctique qui est légitime.
d'accroître sa visibilité, d'accroître sa représentation, sa présence en Arctique. Et donc, déjà depuis 2017, il y a en fait le statut d'ambassadeur, mais on les appelle envoyés spéciaux pour les questions de l'Arctique, donc qui assurent une représentation. On parle aussi d'ambassadeurs qui sont itinérants, donc qui sont à fréquence variable sur place, mais qui assurent un dialogue sur les questions. Également, ce qui est intéressant, évidemment, l'Union européenne a voulu renforcer ses relations avec le Groenland pour être davantage active et présente dans la région. Et le 15 mars dernier, donc c'est quand même tout récent, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, était à Nuuk, au Groenland, pour ouvrir le premier bureau de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, il faut savoir que le Groenland a une représentation auprès de l'Union européenne depuis 1992. Donc, le timing est quand même intéressant. Si l'Union européenne veut être présente, donc avec un bureau, être présente, oui, au Groenland, mais surtout dans la région de l'Arctique. Ce qui est aussi quand même intéressant et pas négligeable, c'est la série d'accords qui accompagne cette mouvance, ce rapprochement avec le Groenland. Déjà l'année dernière, on a mis en place un partenariat stratégique qui comprend des accords pour assurer un développement durable, on parle d'éducation, on parle de soutenir l'économie locale. En même temps, on parle aussi d'accords pour l'accès aux matériaux critiques, dans le contexte où l'Union européenne parle beaucoup de son autonomie stratégique, de réduire ses dépendances et vulnérabilités face à l'accès des matériaux stratégiques, dans le développement, entre autres, des technologies. Donc, ce rapprochement avec le Groenland et cette présence, on voit quand même aussi un signal que l'Union européenne veut être vraiment présente dans la région. Et se rajoute aussi cette demande répétée d'avoir un statut d'observateur permanent auprès du Conseil de l'Arctique, même si c'est un monde qui n'est pas un État arctique, mais d'avoir au moins un accès régulier au Conseil de l'Arctique pour être partie prenante des discussions, contribuer à la coopération. Et j'ai dépassé amplement mon temps, donc je vais m'arrêter ici, mais ça montre quand même que l'Union européenne essaie quand même de se positionner dans une région qui, a priori, n'était pas dans sa sphère d'influence. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Il n'y a pas de souci de dépasser un petit peu le temps. On a commencé à l'heure, nous, sur ce panel. Je vais maintenant donner la parole au contre-amiral Frédéric Ruffly, dont on peut épargner la présentation parce qu'il nous a déjà fait l'honneur de contribuer à la discussion cet avant-midi. Et qui nous a notamment expliqué son rôle donc, au sein du JFC de Norfolk, de l'OTAN Norfolk, qui inclut beaucoup, je présume, de coopération avec nos collègues de l'OTAN. Vous la parole. Alors, pour la coopération, dans l'Arctique, je vais commencer par parler de coopération militaire, non pas dans l'Arctique, mais sur l'Arctique. Puisque ça a été dit au panel précédent, aucune action militaire ne commence sans une bonne compréhension et connaissance de ce qui se passe dans la zone. Donc, évidemment, la compréhension, les échanges entre nations sur ce qui se passe dans la zone arctique sont fondamentaux, indispensables, et la coopération commence là. L'échange d'informations, comprendre ce qui se passe. Alors, comprendre ce qui se passe, ça se fait parce qu'on est pays riverain et qu'on a donc nécessairement une meilleure connaissance que tous les autres alliés, bien entendu. C'est le cas du Canada, de la Norvège, Finlande, etc., qui ont une parfaite connaissance de la zone. Donc, on a accru nos échanges et notre demande d'information vers ces pays membres de l'Alliance sur ce sujet. Et puis ça se fait également par d'autres moyens qui sont, même quand on n'est pas pays riverain de la zone, il suffit d'avoir un satellite d'observation militaire, il suffit d'avoir des bâtiments de recueil de renseignements, il suffit d'avoir des avions qui vont faire de la collection aussi de recueil de renseignements. Donc, quand on a tous ces moyens, tout ça permet et est indispensable d'établir une bonne compréhension de ce qui se passe. Et d'ailleurs, nous, au JFC, moi, dans mon équipe, quand on fait de la planification, donc on l'a fait, on l'a refait quasiment en permanence, je n'imagine pas faire de planification avant que mes équipes fassent, par exemple, un wargame, parce qu'il en existe de nouveaux, qui sont bien pensés, qui apportent une compréhension qui est absolument nécessaire. Donc, et évidemment, ces wargames, ça se fait
avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça peut être fait ici, élaboré ici, et nous, on s'entraînera avec ça. Donc, il y a une première forme de coopération qui n'est pas coopération militaire, qui n'est pas dans l'Arctique, mais qui est sur l'Arctique. Ensuite, dans l'Arctique, comme je l'ai expliqué ce matin, nous ne sommes pas dans l'Arctique pour le plaisir d'aller opérer dans le domaine militaire dans l'Arctique. C'est sûrement un plaisir pour certains d'aller skier, d'aller se promener en bateau dans des eaux froides. Il n'y a pas de problème. Mais si on est là-bas, c'est parce qu'il y a une militarisation par la Russie, notamment, c'est bien pour aller expliquer à la Russie qu'elle n'est pas en train de se créer un avantage qu'elle pourrait exploiter après pour mener des actions nuisibles. C'est bien pour lui expliquer que nous sommes là, que nous comprenons ce qui s'y passe et que nous sommes en mesure d'intervenir, le cas échéant. Donc, ce message dissuasif, il nécessite évidemment que l'on intervienne et que l'on opère en Arctique. Mais à l'inverse, dissuader la Russie pour l'empêcher de faire ce mauvais calcul où elle s'imaginerait pouvoir faire quelque chose et rester impunie comme elle le fait, ce qui a déclenché son intervention en Ukraine. À l'inverse, on ne veut pas faire une course à l'armement d'une certaine façon ou une escalade dans la zone. Il ferait que finalement, en voulant maîtriser ou faire comprendre à la Russie qu'on peut la maîtriser, on va créer un problème. Donc, ça nécessite que tout ce que l'on fait dans l'Arctique, comme je vous l'expliquais ce matin, soit sous couvert de l'OTAN, soit que les nations alliées de l'OTAN font à titre souverain, il faut que ce soit un peu coordonné et il faut que ce soit pas escalatoire, il faut que ce soit un peu cohérent, que l'on passe un message d'ensemble, si possible cohérent, et si possible en évitant tout risque d'escalade. Donc cette coopération est nécessaire, et nous au JFC de Norfolk, puisque l'Arctique est dans notre région, dans notre zone de responsabilité, au JFC de Norfolk, on s'efforce de comprendre, demander, se faire expliquer par les nations ce qu'elles ont l'intention de faire. On explique aux nations quel message on entend délivrer, puis ensuite on vérifie ce qui a été fait pour essayer de comprendre si notre action collectivement, les 32 nations, alors les 32 nations donc pas dans l'Arctique, mais les 32 nations qui auraient opéré dans l'Arctique n'ont pas créé une situation, ne vont pas créer une situation qui serait préjudiciable à la sécurité. Donc, passer les bons messages, s'assurer que tout ce que l'on fait individuellement et ce que l'on fait à titre collectif reste cohérent et ne génère pas un problème nouveau, et au contraire passe bien les bons messages à celui que l'on veut dissuader de faire une bêtise. Donc cette coopération, elle se fait dans ce domaine vraiment de terrain, dans ce domaine des activités militaires, elle se fait en s'assurant que les alliés individuellement ne vont pas faire quelque chose ce que j'expliquais ce matin, je suis américain, je vais faire un exercice avec une troupe aéroportée quelque part dans le Grand Nord, et puis demain, le Norvégien décide de faire également un entraînement de ses forces spéciales, et puis, vu de la Russie, tout à coup, l'OTAN se met à renforcer sa posture, et l'OTAN va peut-être m'attaquer. Vous voyez l'idée. Donc, coopération pour comprendre ce que l'on fait, et s'assurer que ce que l'on fait porte le message que l'on estime nécessaire vis-à-vis de notre adversaire, la Russie. Enfin, le dernier point, la coopération militaire dans l'Arctique, un peu plus aussi sur l'Arctique, là également, c'est, encore une fois, comme je l'expliquais, pour montrer à la Russie que l'on est en mesure de la contrer, qu'elle n'a pas un avantage particulier, et donc il est trop risqué pour elle d'imaginer exploiter un avantage, on lui montre qu'on a les capacités d'intervenir. La capacité d'intervenir dans la zone arctique, c'est quand même pas une capacité fortement répandue. C'est-à-dire que à peu près toutes les nations ont une armée de terre capable de mettre en œuvre des chars et d'aller se battre en terrain ouvert, en climat type Europe. En revanche, très peu de nations ont une capacité de mettre en œuvre des troupes
terrestre, de mettre en œuvre des forces spéciales, de mettre en œuvre des sous-marins, des bateaux en zone arctique. Et, donc, la coopération devient nécessaire parce que quand on développe une capacité militaire, il est bon de s'appuyer sur ceux qui savent un petit peu de quoi ils parlent. Développer une capacité militaire, je voudrais bien préciser que ça n'est pas fabriquer un équipement. Une capacité militaire, c'est beaucoup plus complexe qu'un équipement. Fabriquer un bateau, c'est pas facile, mais c'est presque facile. Fabriquer un fusil, on va prendre un exemple. Fabriquer un fusil, c'est pas très compliqué. Fabriquer un fusil et en faire une capacité militaire, c'est autre chose. C'est que j'ai entraîné un fantassin, c'est que je lui ai donné une doctrine d'emploi, c'est que j'ai financé l'achat de ses équipements, j'ai financé l'entretien de ses équipements, etc. Donc, développer une capacité militaire, en français, ce que l'on dit, capacité militaire, c'est le DORES. En anglais, on dit MLPFI, ça a un peu plus de lettres, mais en français, on regroupe dans les lettres DORES, D comme doctrine, O comme une organisation, R comme une ressource humaine, E comme un équipement, c'est une partie de la capacité militaire, S comme le soutien qui va permettre de faire durer dans le temps cet équipement, et enfin E, l'entraînement pour utiliser cet équipement et les capacités militaires. Donc, pour développer une capacité militaire en Arctique, ça nécessite des équipements, des doctrines d'emploi, des hommes, la ressource humaine, etc. Et tous les pays de l'Alliance, les 32 pays de l'Alliance, n'ont pas cette capacité. Et donc, il est nécessaire que mutuellement, on se coopère pour acquérir cette capacité. Non pas parce qu'on a tous besoin de savoir opérer en Arctique, mais c'est le principe de l'Alliance Atlantique, c'est que s'il y a une crise qui se développe en Arctique, il faudra que l'on puisse compter sur tout le monde, chacun à son niveau, chacun avec les possibilités qu'il aura, mais potentiellement, encore une fois, il y aura sûrement des troupes italiennes, des troupes spécialisées montagne qui interviendront en Finlande, en Norvège, il y aura sûrement des troupes françaises qui interviendront en Norvège, peut-être pas forcément des troupes turques, mais peut-être aussi quand même des troupes turques. Il y aura peut-être aussi des bâtiments turcs, etc. On doit tous collectivement acquérir ces compétences pour aller opérer partout dans la zone de responsabilité de l'Alliance, parce qu'on aura besoin de tout le monde à ce moment-là. Donc, la coopération militaire, dans le développement des capacités, c'est une nécessité et c'est une réalité. Quand on fait ces exercices dont on a parlé ce matin, Steadfast Defender 24, que l'on a fait, qui a commencé fin janvier et qui se termine à la fin du mois, c'est bien pour, ça fait partie, c'est le dernier E, l'entraînement, pour mettre en œuvre toutes ces capacités, s'entraîner à les employer. Voilà, et je crois que j'ai respecté mon temps. Absolument. Et je vous rends le micro. Merci beaucoup d'être resté dans les pas. Et donc, on aura amplement le temps de passer à notre dernière panéliste, la docteure Pauline Pic, qui est chercheuse postdoctorale au sein de l'École supérieure d'études internationales de l'Université de Laval, puis qui collabore au laboratoire dirigé par Jean-Frédéric Morin sur les questions des espaces communs. Et elle se joint à nous en ligne. Bonjour Pauline, je te laisse la parole pour les 10 prochaines minutes. Merci beaucoup d'abord à Laurent Borzio puis Alexandre Courtemanche pour l'organisation de la journée d'études et l'invitation à participer à cette journée. Je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je suis très contente de pouvoir participer au moins à distance. Alors, dans ce panel intitulé La coopération militaire en Arctique, j'ai choisi de présenter une perspective de géographie politique pour apporter peut-être un autre éclairage. L'idée étant vraiment, dans cette présentation qui va être très courte, d'évoquer le contexte général de la coopération militaire et les enjeux que ça représente au niveau de l'interaction avec la coopération régionale. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir bien considérer l'Arctique non pas comme un isolat, mais vraiment comme une région qui est intégrée dans le système international, ce qui évidemment est particulièrement important en matière de coopération militaire. Et donc, je vais présenter quelques points que je voulais mettre en avant la discussion avec les panélistes et le public. La première question sur laquelle je vais passer très rapidement, rassurez-vous, mais c'est évidemment de localiser le débat et de savoir de quel article parle-t-on. Je suis géographe, alors j'aime bien commencer avec des cartes parce que ça permet de localiser le débat, ce qui est souvent sous-estimé.
Évidemment, ici, j'interviens en fin de journée, donc vous avez certainement déjà évoqué cette question de la localisation de l'article. Malgré tout, ça me paraissait important d'insister sur quelques points. Parce que quand on parle de l'Arctique et de la coopération en Arctique, le plus souvent, on utilise une représentation plutôt comme sur la carte de gauche, en projection polaire, où on localise les 8 États arctiques. Et à mon avis, il y a ça soulève deux principaux problèmes. D'abord, ça peut donner l'impression d'un espace homogène, ce qui n'est pas le cas, surtout quand on parle d'enjeux militaires. Et surtout, le deuxième problème que je vois, c'est que ça suggère un espace qui serait relativement clos, qui est aussi loin d'être le cas, encore une fois, notamment lorsqu'on s'intéresse aux questions militaires. C'est pour ça que je voulais peut-être souligner l'importance de cette carte que j'ai mise à droite et que je trouve plus intéressante pour situer le débat qui nous occupe aujourd'hui, celle d'un article qui fait partie de l'océan mondial, qui est connecté en système international et dont il n'est plus vraiment, si tant est qu'il l'ait déjà été de toute façon, en périphérie. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que la coopération arctique, c'est une coopération qui est d'abord une coopération militaire et qui s'est structurée depuis 1996 autour d'enjeux qui excluent explicitement les enjeux militaires. Donc, la première note de bas de page de la déclaration d'Ottawa précise que le Conseil de l'Arctique n'est pas saisi des questions intéressant la sécurité militaire. Alors, si on se pose la question de la coopération militaire dans la région, c'est important d'avoir ça en tête. Parce que ça pose la question de savoir comment est-ce qu'une éventuelle coopération militaire qui serait arctique interagirait avec les autres structures et les autres formats de coopération. Ça a été souvent souligné qu'une des raisons du succès du Conseil de l'Arctique et de la coopération régionale en général relève précisément de l'exclusion de ces enjeux de sécurité des formats de coopération régionaux. Alors évidemment, il y a eu des tentatives de coopération militaire, ça a certainement déjà été évoqué, mais la question de l'Arctic Security Forces Roundtable, qui a été créée un petit peu avant 2014 et dont la Russie a été exclue en 2014 après l'annexion de la Crimée, mais qui initialement réunissait des responsables militaires des 8 États arctiques. Aujourd'hui, c'est un format de coopération qui continue, mais seulement avec les A7, enfin ceux qu'on appelle désormais les A7, c'est-à-dire les 7 États arctiques autres que la Russie, et auxquels s'ajoutent la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ce qu'on peut souligner déjà, du coup, à ce stade, c'est que la coopération militaire en Arctique, elle ne s'opère pas, elle ne s'articule pas à l'échelle arctique. Et peut-être un deuxième point que on pourrait souligner, c'est que non seulement elle ne s'opère pas à l'échelle arctique, mais donc à des sous-échelles, elle ne s'articule pas non plus autour d'enjeux qui soient spécifiquement arctiques. Le seul format de coopération qui implique des acteurs militaires, parce que dans certains pays, la garde côtière fait partie des forces armées, c'est le Arctic Coast Guard Forum, qui a été suspendu aussi après 2022, mais qui est un format intéressant et sur lequel on pourra éventuellement revenir pendant la discussion. Un troisième point que je trouvais important à souligner, c'était celui du coup de la question des enjeux qui requerraient une coopération militaire à l'échelle régionale. Et ce qui est là encore souligné par plusieurs auteurs, c'est que à l'échelle régionale, on n'a pas vraiment d'enjeux qui soient proprement arctiques en ce qui concerne la question militaire. Et donc, cette question militaire et donc cette question de la coopération militaire, elle se pose à d'autres échelles que celle de l'échelle arctique circumpolaire. En général, on a un découpage, ça peut varier selon les auteurs, mais la vaste majorité des auteurs ont un découpage, grosso modo, en 3 sous-régions, Amérique du Nord, Europe du Nord, puis Russie. Évidemment, il y a des interactions entre ces 3 zones, mais pas vraiment au point de faire émerger une région arctique qui soit homogène du point de vue stratégique. Ce qui est intéressant néanmoins et qui mérite d'être souligné, notamment en lien avec mes 2 diapositives précédentes, c'est que la question de la sécurité et de la façon dont on envisage la sécurité s'élargit. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration de la dernière mise à jour de la politique de défense du Canada qui a été publiée un peu plus tôt cette année, en avril, où dans la première partie, le Canada souligne 3 grands types de défis, met en avant 3 grands types de défis, les changements climatiques et leurs conséquences notamment sur l'Arctique, les défis de l'ordre international, alors ça c'est peut-être un petit peu plus traditionnel, mais aussi le caractère changeant des conflits.
Ce que je trouvais intéressant ici à souligner, c'est que c'est intéressant parce que ce sont des enjeux, et évidemment notamment le premier sur les changements climatiques, qui là, pour le coup, peuvent avoir une spécificité arctique, qui est même mis en avant dans le titre de la section. Ça pose donc la question d'une coopération qui serait fonctionnelle au-delà de la seule coopération militaire. Les changements climatiques sont certainement un défi pour les forces armées, et vous l'avez certainement évoqué dans le premier panel de ce matin. Ce que je trouve intéressant par rapport à ces défis et par rapport aux questions que ça pose vis-à-vis de la coopération militaire dans la région, c'est aussi que ça soit les changements climatiques ou les défis qui sont évoqués dans la section sur le caractère changeant des conflits, c'est qu'ils peuvent impliquer d'autres types d'acteurs que les seuls acteurs militaires. Et donc, ça pose la question de l'évolution éventuelle de la nature de la coopération militaire dans la région. Un dernier point que je voulais souligner, c'est celle de reconfiguration susceptible de jouer sur la coopération militaire à l'échelle de la région. La première reconfiguration majeure, mais que vous avez certainement déjà évoquée dans la journée, c'est évidemment l'accession à la fois de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. C'est certain que l'OTAN a toujours été prudente vis-à-vis de l'Arctique, notamment parce que, en l'occurrence, le Canada ne voulait pas d'une implication trop importante de l'organisation dans la région. Même si c'est vrai aussi que le dernier concept stratégique ne mentionne pas l'Arctique, et je reviendrai pas sur tous les points qui ont été soulignés dans la présentation qui m'a précédée, mais tout ça fait qu'il faut rester prudent quand on envisage l'OTAN et l'Arctique. Ça reste que cette accession de la Suède et de la Finlande fait que maintenant les A7, donc les 7 États arctiques qu'on appelle aussi les like-minded Arctic countries, ils font désormais tous partie de l'Organisation de l'Atlantique Nord, et ça leur donne un forum de discussion supplémentaire qui pose la question d'un éventuel court-circuit du dialogue régional, pourtant essentiel pour la coopération sur d'autres enjeux de sécurité, et notamment les enjeux liés au changement climatique. Un deuxième point, peut-être sur lequel je m'attarderai pas parce que ça a déjà été vraiment évoqué, mais c'est la question de l'intérêt international accru pour la région, très en lien avec le fait qu'on ne peut pas considérer l'Arctique comme une région qui fonctionnerait en vase clos. Ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais cette question de l'intérêt international accru, elle se pose avec de plus en plus d'acuité, et avec les reconfigurations diplomatiques, se pose la question de cet intérêt et de comment gérer cet intérêt international. Finalement, la dernière reconfiguration, peut-être qui se posera dans un futur plus lointain, mais qui, à mon avis, est à envisager, c'est celle des plateaux continentaux. On a beaucoup de demandes qui se chevauchent en Arctique. Alors, c'est un processus long et compliqué, mais c'est possible qu'on ait l'apparition de nouvelles frontières maritimes en Arctique. Bien sûr, ça a été évoqué tantôt, ça ne changera pas que la zone de souveraineté, donc des eaux territoriales, reste à 12 milles nautiques. Ça ne change pas que la colonne d'eau restera partie de la haute mer. Néanmoins, ça me paraissait une question intéressante à envisager malgré tout dans un contexte de coopération militaire dans la région. C'était mon dernier point. Mon objectif, c'était vraiment de mettre en regard la coopération militaire et la coopération régionale qui se concentrent sur d'autres enjeux dans la région arctique pour voir un petit peu comment est-ce que les deux sont susceptibles d'interagir. À mon avis, il y a deux questions principales qui voudrais souligner peut-être pour conclure. C'est celle des perspectives pour une coopération régionale efficace si la coopération militaire est appelée à s'amplifier, et le risque de court-circuit du dialogue régional. Et la deuxième question, c'est aussi celle de la place des populations autochtones dans une coopération militaire si le dialogue régional est appelé à prendre moins d'importance. Et j'en ai quand même. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Et voilà, on te revoit super. Merci à tout le monde de votre intervention. J'en retire qu'il y a une régionalisation beaucoup de cette coopération militaire-là, que ce soit en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis, entre au sein de l'Union européenne, au sein du NORDEFCO, dont on a moins discuté, les pays nordiques, et au sein de l'OTAN, qui est peut-être l'organisation qui est la plus large de coopération militaire relativement à l'Arctique. Mais plutôt qu'approfondir ce type, j'aimerais ça vous amener, prendre mon privilège de modérateur, pour vous amener à discuter d'un autre type de coopération qui fait grandement débat en cœur d'une guerre en Europe, présentement en Ukraine.
celle de la coopération des discussions avec la Russie. À votre avis, dans quelle mesure est-ce que les pays membres de l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN en général, ou ses membres, devraient coopérer de manière sectorielle avec la Russie, c'est-à-dire au sein du Conseil atlantique, notamment dans les questions environnementales, scientifiques, diplomatiques, voire de garder des canaux de communication plus directs pour être capable de gérer cette zone qui, historiquement, a toujours été considérée comme exceptionnelle, comme étant exempte de cette haute politique et de cette compétition-là. Dans quelle mesure est-ce que c'est illusoire, préférable, nécessaire de garder ce dialogue avec Moscou dans le contexte actuel? Monsieur le consul général, je vous donnerai la parole premièrement pour cette question. Thanks. Can I answer that one in English? Absolutely. It's either when I prepared or remarks in French. So really, why and how should we continue to cooperate? Should we? In which domains? In which domains, yeah. Okay, I think yes. I think we should actually continue to cooperate with Russia when possible, in those sectors that are possible. I mean, it is envisioned in our strategy that we try to preserve things like the Arctic Council because I think they're important. I also think it's important to note, you know, in diplomacy and international relations, we hope nothing is forever. And so to be able, if some of the areas where we can find cooperation with Russia, where we have a lot of things that we have disagreement on, but there are things that we have shared concerns about. And even if you've seen my history of some of the countries I've served in, they're places that we often have quite difficult relationships with, doesn't mean we don't have relationships with them. And I think it's really important. So if our scientists can work together on, you know, exploration and understanding the environment there, on environmental protection, on things like ice loss and things like that, that can help us better understand the dynamics of change, that's a good thing. And that is, you know, the raising of knowledge, however it can be possibly used, is useful in and of itself. That keeps that sort of cooperation going and avenues of communication open. I think that's really important. I think it doesn't mean be naive about it. I think it's important for NATO, for the United States, for Canada, for any of those folks who have sort of some concerns about Russian behavior in the international scene to recognize that there should be sort of lines that aren't appropriate to cross, that we still don't means that we can see that other behaviors that the Russian state may be exhibiting are acceptable. But I don't think you want to cut yourself off from the possibility of finding paths back to cooperation. And the Arctic may be actually one of those places where we have some opportunities to cooperate in a few more domains than others. It's very difficult right now in the EU space, for example, to find places to cooperate. But even at the height of the Cold War, you know, things like cultural exchange, and whether it was Russian ballets coming to the West or American jazz performers going to the Soviet Union, it's one of the ways that we maintained those ties and found ways to continue to sort of build bridges. And I think the Arctic perhaps is a way to build bridges between, in a very difficult time in our relationship. Chantal? Question intéressante, si je réponds du point de vue de l'Union européenne, pas tant dans le contexte de l'Arctique, mais juste dans les rapports entre l'Union européenne et la Russie. Ce qu'on a vu, c'est toujours une volonté. L'Union européenne veut continuer le dialogue avec toutes les parties de la planète, même quand c'est tendu. Mais dans le cas de la Russie, ce qu'on a vu, c'est quand même depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, il y a eu évidemment le début de la sanctions, mais tout le dialogue politique, tous les rapports diplomatiques ont été mis sur la glace. Donc, s'il y a eu quand même la volonté de garder le dialogue, au moins des connexions au niveau des États membres de l'Union européenne pour garder le dialogue avec Poutine. Au niveau de l'Union européenne, ça s'est avéré quand même, en fait, il y a eu le mouvement bloc accompagné des sanctions de geler les sommets Union européenne-Russie, ça a rendu la dynamique difficile, même si on voit que l'Union européenne, normalement, souhaite garder le dialogue. Dans ce cas-ci, ça s'est plutôt avéré le contraire. Et pour ce qui est de la position de l'Union européenne au Conseil de l'Arctique, comme c'est un pays observateur de façon variable, même si l'Union européenne souhaite un statut permanent, la question pour l'instant est moins dans les mains de l'Union européenne que des États de l'Arctique. La réponse n'est pas très, convaincante, mais si on regarde la tendance des dernières années, c'est pas vraiment dans ce sens que l'Union européenne est allée avec la Russie d'un dialogue de coopération. Alors, pour l'OTAN, assez tôt,
le Conseil, autant Russie qui existait, peut cesser d'exister, autant par la volonté de la Russie que par le choix de l'OTAN également. Donc, il n'y a pas, pour l'OTAN, il n'y a pas de coopération avec la Russie aujourd'hui. Néanmoins, je pense, comme Monsieur le Consul général, que la coopération, en tout cas le dialogue, reste une nécessité dans tous les cas. Donc, tous les canaux qui permettent d'entretenir un dialogue sont, à mon avis, à exploiter. Ça peut être le Conseil de l'Arctique. Vu de l'OTAN, de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Enfin, l'OTAN, pardon, le Conseil maritime, bien sûr, mais beaucoup de nations, toutes les nations de l'Alliance, toutes les nations arctiques de l'Alliance, ils sont. Et donc, moi, je pense que s'il n'est pas question d'avoir une coopération militaire avec la Russie ou une coopération même avec la Russie, mais là encore, là, ça, je ne mets même pas mon domaine d'opérateurs militaires dans la zone, mais en revanche, je reste convaincu que les canaux de coopération doivent être exploités autant qu'ils le peuvent, puisque ne serait-ce que pour comprendre ce que notre adversaire attend ou notre adversaire vise, c'est le minimum, avoir ce dialogue. Donc, il faut que le Conseil de l'Arctique est une des voies de dialogue avec la Russie. Hippolyte, on vous reprend sur cette question. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est absolument nécessaire de garder une coopération, enfin des canaux de discussion ouverts avec la Russie. Et les responsables du Conseil de l'Arctique ont travaillé vraiment fort pour qu'il y ait une continuité dans ce dialogue-là. Donc en 2022, ce qu'il faut savoir, c'était que c'était la Russie qui avait la présidence du Conseil de l'Arctique. Puis là, les 7 États arctiques ont décidé de suspendre ce dialogue, mais ça a été une suspension. Il n'y a pas eu d'arrêt véritablement. Enfin, il y a eu un arrêt, mais c'était suspendu. Il n'y a pas eu d'exclusion. Puis la Norvège a récupéré la présidence du Conseil de l'Arctique en 2023, et la priorité de la Norvège, ça a été de garder ce dialogue fonctionnel. Ils ont réussi à remettre en place d'abord le niveau peut-être ministériel, qui est moins important en fait au Conseil de l'Arctique que le travail des groupes de travail, qui est vraiment le cœur du fonctionnement du Conseil de l'Arctique. Ça a été un petit peu plus long à mettre en place, mais ils ont aussi remis ça en place. Et donc aujourd'hui, on a un Conseil de l'Arctique qui fonctionne tant bien que mal, même s'il a fallu trouver des arrangements. Et par exemple, les réunions ne se font plus que par Zoom pour éviter d'avoir des représentants de groupes de travail qui se déplacent en Norvège. Donc, tout le monde se réunit en Norvège, sauf les Russes qui sont par Zoom. Mais ça fonctionne quand même. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a une volonté à la fois des 7 pays du Conseil de l'Arctique, mais aussi de la Russie, de continuer à garder cette coopération fonctionnelle. Et c'est vraiment essentiel parce que le mandat principal du Conseil de l'Arctique, c'est aussi la sécurité environnementale. Ils font un travail majeur sur le monitoring des changements climatiques. Puis la Russie, c'est la moitié de l'Arctique. Et les données qu'on est capable d'avoir de la part qui viennent du territoire russe sont essentielles pour comprendre comment fonctionnent les changements climatiques à l'échelle de l'Arctique. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, les scientifiques ont milité vraiment fort pendant 2 ans pour pouvoir restaurer des canaux de communication aussi entre eux, pour pouvoir avoir accès à ces données et avoir des données qui soient fiables pour étudier les changements climatiques à l'échelle de la région. Merci beaucoup. Je trouve que vos réponses sont importantes parce qu'on est dans un contexte où c'est pas tout à fait la discussion politique que l'on a, où beaucoup disent qu'il faut pas maintenir de relations avec la Russie, que c'est vu comme hostile. Certains voulaient que le Canada renvoie l'ambassadeur russe à Ottawa, qu'il avait cessé tout dialogue parce que c'était entretenir une relation. Il faut se rappeler aussi comment était traité le président français lorsqu'il rencontrait le président Poutine, sachant que toute guerre finit soit par une victoire décidée ou une négociation, forcément, les canaux de communication doivent être préservés. C'est pas quelque chose qui est toujours accepté dans le discours politique actuel. Maintenant, j'ouvrirai la période de questions à la salle. Si vous voulez continuer à poser des questions à nos panélistes sur la coopération militaire en Atlantique, plus largement aussi. Je vais prendre quelques questions. Oui, monsieur. My name is John Alvin. To Mr. Sanders, there's one thing I'm sure. You can close all the diplomatic channels, but there should be one military remaining channel for one reason.
whichever side it would be, there's one thing I'm sure. If I say, now we've crossed the red line, you got 24 hours, we're going to launch the atomic bomb, we're going to launch a nuclear weapon, I'm sure that the other side is not going to hang up the phone. What do you think about that? I think you're correct. I do hope that red line connection always is there, and I absolutely think that, well, I think that's why it's important to keep other lines of communication open. I hope that that's not our last line. It'll never happen. No, I don't think so. I don't think so. I mean, even in some of our most difficult times with whether it was the Soviet Union, currently it's a pretty rough time between the US and Russia, and of course other Western nations and Russia. But a lot of things continue. We still have an embassy that functions in Moscow. We still have exchange programs that happen with Russian citizens to do people-to-people connections. We still have students who come to choose to study in the United States. I think those are the things that are all critical to sort of preserving a relationship in the long term. And I really hope we're never down to just the red line. Thanks, that's very informative. Est-ce que d'autres questions? Oui, madame. Bonjour, merci pour avoir pris la parole. Moi, je me demande plus au niveau ressources pétrolières, parce que là, nos ressources pétrolières, il n'y en a plus. Ils disent qu'il y a beaucoup de réserves de pétrole en Arctique. Donc, je me demande qu'est-ce que vous en pensez de ça, une possible exploitation de pétrole en Arctique par le Canada et les États-Unis. Je vais prendre voir s'il y a d'autres questions ici, Laurent. Et ensuite, j'aimerais au palais de répondre. Celle-ci, je vais pas mal l'adresser au conflit parce que si on peut les États-Unis, s'il y a le représentant du Canada, moi, le temps d'exploiter le pétrole, et je vais adresser votre question au président de l'Union européenne, peut-être, qui réduit sa dépendance au pétrole. C'est un petit peu différent, et donc je vais la laisser à Laurent. Je vais prendre une autre question pour nos panélistes en même temps. Laurent. Ma question, ce serait si, d'après, tu as beaucoup parlé des coopérations Plus fort, s'il vous plaît. Tu as beaucoup parlé des coopérations possibles et celles qui ont lieu actuellement, soit avec l'Union européenne, soit avec Nordefco, entre les États-Unis, Canada. Ma question serait, compte tenu de la polarisation des scènes nationales, des pays en Occident, une pénétration également des discours fake news pro-russes, est-ce que ces éléments-là ne risquent-ils pas d'impacter les coopérations possibles? Juste un exemple, l'OTAN, en Arctique, on a beaucoup évoqué cette journée. Il y aurait le risque que la polarisation, par exemple, de certaines sociétés nationales amoindrisse les possibilités de coopération, justement, parce que, donc, à l'échelle nationale, au Canada, ou je ne sais pas, un pays autre de l'Arctique, ce serait très mal vu que l'OTAN, ou même l'Union européenne, par exemple, s'applique en Arctique. Est-ce que ce n'est pas un risque qui pourrait justement impacter et limiter les coopérations qu'on a évoquées toute la journée? Oui. Bien. Est-ce qu'on est dans la question, sinon on peut ajouter à celle-ci? Oui, monsieur. C'est peut-être un peu, bonjour, c'était peut-être un peu plus large que sur l'article, mais j'ai pas regardé ce qu'il y a de la mirage sur la Turquie. Est-ce que vous pensez que l'ambiguïté turque sur certains sujets pourrait être un frein à différentes missions de l'Alliance de l'OTAN ou de différentes opérations bilatérales? Je vais Turquie, pas la Hongrie, seulement la Turquie, pas de question, c'est bon. La Turquie. Merci beaucoup. Donc, dans l'ordre, I don't even think I understood everything. So, should the US drill more? To the point. I think that in the State Department, one of the things they taught me on my very first day was the answer to every question is it depends. It's actually kind of true. I mean, I think the U.S., like most nations, is looking at energy transformation very seriously. I think every country realizes that it is a process, that there is certainly going to be, we're not going to be able to sort of turn off oil tomorrow. I do think there is a big debate in the United States about, where and when and how to continue to sort of exploit petroleum resources. The Biden administration has been pretty clear about not drilling in the Arctic Wildlife Refuge in Alaska, for example. But of course,
in the 70s and 80s and 90s, the Alaskan pipeline played a very important role, particularly in the petroleum crisis in the 70s. When that came online, that was a very important strategic resource. It's the same in Canada when you look at Trans Mountain Pipeline in the Western oil sands. Countries have to make tough choices. Quebec is very fortunate; they just naturally have hydropower. If they didn't, they'd probably be using just as much oil. So to be fair, they're just fortunate. But even then, Quebec is also facing a loss of its surplus within the next 2 years or so. So having to figure out how do we do it. I think though there's a recognition that with the transition, it's an opportunity to perhaps avoid having to drill in the Arctic. I personally kind of don't really want to. It's a beautiful landscape. One thinks that we see sometimes things go wrong in those drillings. So ideally we won't, but I will not be the final decision maker on that. There's definitely strong opinions on both sides of the United States about whether we should or shouldn't. I do think in general, most people, most common Americans kind of think that's important in a special place. That maybe we should try to avoid doing that. As we see more adoption of alternative methods of energy, I think that's becoming less of a critical point. I do feel like we're kind of getting an inflection point sort of globally to an extent here in Canada and the time I've been here that while we haven't had quite the same uptake in adoption of things like electric vehicles, we're getting very close. That starts to become less snowballing. So that may be more of an impact on whether there's going to be as much demand for what maybe. And then the second question is, does the rise of polarization in the US could affect its nation's allies? Will and capacity to cooperate with allies? Yeah, well, you don't speak hypothetical. But Talk about the past presidency then. yes. I mean, I think you can look at any point in history, and yes, there are ebbs and flows in cooperation. Again, I think I also think there's a lot of continuity, regardless of administration change in the United States. I've worked for 5 different presidents in my career, and I would say there's more continuity than there is change. There are certainly, and sometimes what seems like headline change or language that seems like it's changing things quite a bit on the ground in the basic policy, many things don't change. Anything can happen, yes. I can't speak for what may happen in the new administration, but I think there is a great tradition of changing governments in the United States with a lot of continuity in policy. I think there are things that are very much, we have enduring interests, not necessarily enduring politicians. And I think the way a particular politician may pursue our enduring interests definitely can change. But I think the way those interests and a lot of those interests align with what the interests of our partners are and even sometimes our adversaries. Thanks. Rapidement, peut-être sur le point, la question de Laurent, à savoir si je vais compter l'opinion publique ou dans quelle mesure cette opinion publique peut limiter la coopération. Dans le cas de l'Union européenne, ce qui est intéressant, de ce que j'ai compris, il y a eu une grande campagne de comme à chaque fois, quand la Commission européenne met à jour des documents stratégiques, il y a une consultation assez large qui est faite. Et dans ce cas-ci, ce qui est ressorti de la consultation, mais surtout des commentaires du Parlement européen, qui est normalement pas l'endroit où on attend un soutien, une plus grande reconnaissance des enjeux sécuritaires, puis d'un rôle grandissant que l'Union européenne devrait assumer en géopolitique, mais c'était le cas. En fait, une des plus grandes critiques qui est venue, a été venue du Parlement européen d'encourager justement l'Union européenne à assumer son rôle géopolitique, à coopérer davantage, à miser plus sur ce pilier coopération internationale, tout en poursuivant les autres dimensions, mais en encourageant la Commission à aller justement plus loin sur la reconnaissance de la militarisation de l'Arctique, d'un rôle plus important que l'Union européenne peut jouer dans ces coopérations qui se mettent en place, sans nécessairement aller sur un rôle militaire, encore une fois, mais d'assumer, de reconnaître davantage et d'aller au-delà d'un narratif sur les changements climatiques de façon générale, puis le développement durable, mais d'aller vraiment aussi cibler les enjeux sécuritaires. Et étrangement, pas étrangement, mais moi, ça m'a quand même en partie surpris, c'est venu du Parlement européen. Donc, comme quoi les coopérations sont plutôt encouragées dans ce sens, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
L'Union européenne va exploiter le pétrole dans le... Non, comme tu l'as mentionné, l'Union européenne est plutôt avec le contexte de la guerre en Ukraine particulièrement à chercher de diversifier ses sources d'énergie renouvelables. Et c'est exactement dans ce contexte-là, puissance en cachée, que l'Union européenne a approfondi sa collaboration avec le Groenland pour justement pouvoir développer un cadre de coopération sur les matériaux critiques et avoir accès à des énergies, à des sources d'énergie aussi dans du Groenland et de la région, mais on parle d'énergie propre, renouvelable, qu'on espère, donc autre que le pétrole. Caméra. Euh, Sur le pétrole. Alors, sur le pétrole, l'OTAN n'exploite pas de plateforme en mer ou de forage. Néanmoins, alors les moyens militaires sont assez consommateurs de produits pétroliers, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est comme ça. La France et quelques nations font des efforts avec la production nucléaire, et je pense que c'est très bien. Mais en tout cas, dans le développement des capacités militaires, celles que l'on essaye de développer aujourd'hui, elles essayent de se passer de produits pétroliers, parce qu'on voit bien que de toute façon, c'est une nécessité. En revanche, ce que je voulais dire sur les questions de produits pétroliers, d'exploitation pétrolière, l'outil militaire, donc, ne fait pas d'exploitation pétrolière, mais l'outil militaire, il est là pour protéger les activités que souhaitent les sociétés. Si demain, les États-Unis, le Canada, la France ou la Grande-Bretagne estiment que c'est utile pour leur pays d'exploiter du pétrole, y compris en Antarctique, en Arctique, voire en Antarctique, nous défendrons les activités de nos sociétés. C'est notre vocation. Donc, si demain il faut aller protéger des exploitations pétrolières, nous le ferons. Donc, l'outil militaire ne fait pas la politique de la nation. L'outil militaire s'assure que cette politique de la nation peut être mise en œuvre conformément aux souhaits de la nation. Donc, si jamais il y avait des exploitations pétrolières en Arctique, eh bien, peut-être que je nous demanderait d'aller les protéger. On est bien là pour ça. Donc, la question pétrolière, un petit peu marginale mise à part, l'opinion publique et les tensions de pays. Alors, l'opinion publique, effectivement, l'opinion publique a toujours un impact. Il n'est pas immédiat, bien entendu. Il se traduit au travers des choix politiques qui sont faits par chaque nation. Et évidemment, les choix politiques des nations peuvent amener au pouvoir de tel ou tel pays un gouvernement qui serait défavorable à une coopération au sein d'une alliance. Pourquoi pas? Mais encore une fois, les États sont souverains, les peuples décident, c'est le principe de notre démocratie. Et si un peuple souhaite élire un président, par exemple aux États-Unis, qui estime que l'OTAN ne sert à rien, et d'ailleurs la question de l'OTAN se pose pas seulement aux États-Unis, bien sûr, pas seulement avec le candidat Trump, mais on l'a dit ce matin avec d'autres candidats dans d'autres pays, y compris bien. Les peuples sont souverains, ils décident, et puis on fera avec ou sans, et on fera différemment. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il n'y a pas forcément une très bonne compréhension de ce qu'est l'OTAN et du bénéfice que l'OTAN apporte à nos nations. Et c'est pour ça, et vous pouvez lui parler, que le secrétaire général de l'OTAN a une adjointe, c'est une femme en ce moment, une Assistant Secretary General pour la public diplomacy, dont le rôle est bien d'essayer de faire comprendre, donc pour l'auditoire, et bien les auditoires nationaux, de faire comprendre ce que fait l'OTAN, à quoi sert l'OTAN et quels bénéfices nos nations tirent de cette alliance à 32. Donc, mais s'il y a besoin d'une public diplomatie, c'est qu'il y a la compréhension qu'il y a bien nécessité de faire comprendre à nos peuples, à nos démocraties, ce qu'est l'OTAN. C'est un vrai sujet. Donc, s'il y a ce besoin, c'est qu'il y a un risque associé. Et je pourrais lui parler à Marie-Laura Besançon, qui est notre ASG PDD, Public Diplomacy qui comprend bien ce besoin. Alors, est-ce qu'elle le fait suffisamment bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est important de communiquer. Et encore une fois, ensuite, les peuples sont souverains. Soit ils comprennent l'intérêt et le bénéfice, soit ils n'y voient pas d'intérêt et de bénéfice. C'est un pays qui peut quitter la danse
et la réponse est non. Puis, on avait parlé de Turquie. L'OTAN est encore une fois, l'OTAN ne fait pas sa propre politique et ne décide pas ce que l'OTAN va faire. L'OTAN, c'est 32 nations qui se réunissent et qui décident ensemble ce qu'elles vont faire. Si l'une des nations voit les choses différemment, on ne l'enferme pas dans la pièce d'à côté au moment de prendre la décision. On a 32 pays qui s'expriment et on fait seulement ce que l'on agrée à 32. Donc, si demain, on estime qu'il y a des choses que l'OTAN ne doit pas faire, si on estime, si à 32, on n'a pas réussi à trouver un consensus sur ce que l'OTAN doit faire ou ne pas faire, bien si on n'a pas de consensus, on ne le fait pas. Que, si un pays ne veut pas que telle ou telle action, alors ça peut être la Hongrie, ça peut être la Turquie, ça peut être d'autres pays, ça peut être la Grande-Bretagne pour une raison X ou Y. Si un pays ne veut pas que l'OTAN se lance dans telle ou telle action, l'OTAN ne fera pas telle ou telle action. Car l'OTAN n'a pas de vie propre, l'OTAN n'est que l'émanation de 32 nations pour mener des actions pays. Donc, oui, on peut réduire, de même qu'on réduit nécessairement notre coopération, par exemple avec l'UE, parce que un ou deux pays s'opposent à plus d'échanges d'informations avec l'UE. Donc, si l'OTAN ne fait pas sa propre politique, l'OTAN n'est pas un organisme autonome qui choisit. Merci. Et Pauline? Oui, j'apporterai peut-être une précision relativement notamment à la première question sur la question de l'exploitation des hydrocarbures en Arctique, juste pour nuancer un petit peu aussi la question de la disponibilité de la ressource en Arctique, qu'on a tendance à vraiment surévaluer. Si on regarde la disponibilité réelle, elle est quand même vraiment limitée. Et à mon avis, l'enjeu des ressources en Arctique, il est plutôt lié aux ressources minérales. Et je reprendrai ce que disait Madame Lavallée sur la disponibilité des ressources minérales et notamment des minéraux, pardon, des minéraux critiques. Et je parlais de la question des plateaux continentaux, la question du développement du deep sea mining, je ne sais pas vraiment s'il y a une traduction acceptée, mais de l'exploitation des fonds marins. Ça, c'est une question qui va se poser parce que notamment la Norvège est un acteur majeur qui pousse pour l'exploitation de ce type de ressources-là. Et ça, les ressources qu'on trouve dans les fonds marins, c'est essentiellement des ressources qui servent par la suite pour ce qu'on appelle les énergies propres, même si le forage en lui-même n'est pas du tout propre. Mais à l'échelle de l'Arctique, je pense que c'est plutôt ce type de ressources-là qui doit concentrer l'attention plutôt que le oil and gas, et enfin que les hydrocarbures. Et ça rejoint beaucoup la question de Laurent sur la polarisation du débat, parce que évidemment l'exploitation de ressources en Arctique évidemment polarise énormément l'opinion publique. Et en Arctique, il y a peut-être une dimension supplémentaire à prendre en compte dans cette polarisation. C'est la différence entre le point de vue des populations plutôt localisées au sud et les populations autochtones qui éventuellement ont un point de vue différent, absolument pas homogène, mais éventuellement différent sur la question de cette exploitation et qui peut jouer un rôle sur le développement et le partage de ces ressources-là. Très bien, merci beaucoup. À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, je sens une certaine fatigue et le désir de mettre fin à cette conférence. Alors, je vous proposerai de donner la parole donc à Benjamin Boutin, Théodora Moreau-Sanou, s'il vous plaît, pour le mot de fermeture. Et entre-temps, vous joindre à moi pour remercier nos panélistes pour ce très intéressant panel sur la philosophie. Si, Justin Massy. Alors moi, ce sera probablement le mot de la fin le plus court de l'histoire. Il fait extrêmement beau il fait assez beau dehors et on a, je pense, envie de se rafraîchir un peu les ménages. Alors merci à toutes et à tous. Et Théodora se joint à moi donc pour remercier tout d'abord Laurent Borzio, bien sûr, sous la conduite de laquelle cette journée d'études a été menée, et puis avec l'aide d'Alexandre Comanche. Merci à l'ensemble de nos intervenants sur place et en ligne. Je regarde notre intervenante en ligne, il y en a eu d'autres ce matin.
un peu plus tôt. Merci à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, de nous avoir accueillis, à nos personnalités d'avenir, France Canada, à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, d'être venus. Alors, un merci particulier à vous, contre-amiral, d'être venu aussi de Norfolk, et à vous, monsieur le consul général, pour votre présence au RAS, au Rubicon, à Mainz, CCEAE, il y a trop d'acronymes dans tout ça, mais vous les connaissez, et puis à tous les universitaires impliqués, ça fait plaisir de vous voir et de vous écouter, c'est toujours très, très enrichissant. Merci à vous. Donc, France Canada et le FDS vous souhaitent à toutes et à tous une agréable fin de journée et vous donnent rendez-vous probablement en 2025 pour la suite du programme de personnalité d'avenir France Canada avec peut-être le même thème d'études ou peut-être d'autres thèmes d'études à la fois entre la France et le Canada, deux partenaires et alliés stratégiques. Merci.